Alors, On t'appelle Vénus, c'est une pièce autour de Saartjie Baartman, donc cette femme qui a été emmenée au 19e siècle, en 1802, d'abord en Angleterre. Elle est ramenée par un colon qui lui fait rêver qu'elle va plus être esclave, qu'elle va bien gagner sa vie, qu'elle sera une artiste. Et en fait, elle accepte. Je pense que voilà, qu'elle a un rêve, de bien vivre, de sortir de la misère. Finalement, elle va se retrouver déshumanisée parce que cet homme va l'exploiter comme une bête de foire, et va s'en servir parce que elle a un corps qui n'est pas le corps de l'Occident, un corps d'une ethnie africaine sur lequel il pratique aussi des rituels ethniques pour que les femmes aient des grosses fesses. Donc ils mangent une certaine bouillie, et aussi une pratique sur le sexe des femmes et des hommes d'ailleurs. Et les hommes, je crois qu'on leur enlève les testicules, ou une testicule, et les femmes, on leur tire les lèvres. Donc il y a un fantasme des naturalistes, des chercheurs de l'époque, des scientifiques sur cette ethnie. Donc ils vont l'exploiter aussi bien scientifiquement que par rapport à son physique, où ils vont l'exposer et ils vont se faire de l'argent. Ça va être un système aussi économique pour ces personnes. Donc on est quand même encore dans un système de l'esclavage. Et elle arrive donc en Europe. Et du coup, comme en Angleterre, il y a déjà beaucoup de lois qui sont votées contre l'esclavage, contre l'exploitation de l'être humain. Donc la personne qui va la faire venir va se sentir à un moment menacée, puisqu'il va y avoir un procès où il gagne, mais il sent quand même que ça ne pourra pas durer longtemps. Donc du coup, au bout d'un moment, il la vend à un montreur d'ours en France. Et du coup, ce montreur d'ours Dunlop, il va, pareil, continuer à l'exploiter. Je crois que sexuellement, elle est exploitée. Elle est exploitée, elle est encore montrée. Et elle va mourir de faim, d'alcool, de maladie, de froid. Voilà, donc elle va se retrouver dans cet état. Donc moi, avec le solo, j'essaye de redonner une dignité, de lui redonner une sépulture, parce que en 1994, quand Nelson Mandela sort de prison en 92, je suis en Afrique du Sud à cette époque-là, parce que je danse avec des orchestres. Et en 94, il arrive au pouvoir, et la première chose qu'il demande à François Mitterrand, c'est de redonner les restes de Saartjie Baartman pour qu'elle ait des funérailles et une sépulture, et qu'on lui redonne sa dignité. Aussi au peuple, voilà. Et du coup, ça met, comme ça appartient au musée, c'est inaliénable, tout ce qui est au musée. Du coup, ça met 10 ans, 2002, presque 10 ans, pour qu'il y ait un amendement de voter, pour que les restes repartent en Afrique du Sud. Donc à partir de 2002, moi je ne connaissais pas l'histoire, je n'ai pas fait de longues études, donc c'est souvent les gens qui ont fait l'histoire de l'art ou des études scientifiques qui entendent parler de cette histoire-là. Et en fait, elle arrive donc en 2002, et on commence en fait finalement par la presse à entendre à nouveau parler de cette aberration, puisque finalement elle reste exposée donc pendant 10 ans à peu près en Europe, et en plus de sa mort en 1815 jusqu'en 1974, elle reste exposée, puisqu'elle est disséquée. Elle est mise dans du formol, enfin le crâne et le sexe, et elle est, elle a un moulage. Jusqu'en 1974, elle est exposée. Donc elle est exposée de son vivant, elle est exposée après sa mort. Donc c'est ça en fait, puisqu'il y a eu plein de drames de ce genre-là, mais en fait, je crois que celle-ci reste en mémoire parce qu'elle est encore exposée, elle reste au musée de l'Homme longtemps. Et du coup, en 2002, quand ça ressort dans la presse parce que ça repart, du coup, beaucoup d'artistes s'emparent de cette histoire, dont Abdelatif Kechiche, des metteurs en scène, des danseurs, des musiciens, des plasticiens, tout le monde s'empare de l'histoire. Et moi, j'en entends parler en 2005, c'est Jacques Martial du Parc de la Villette qui m'en parle et qui me dit « Chantal, tu es beaucoup dans le devoir de mémoire, tu travailles beaucoup autour de la femme, en plus par rapport à ton physique et comment les gens perçoivent ton physique et tout ça en France ». Il serait intéressant, en France ou même partout, puisque c'est la question, c'est toujours est-ce que ce sont ses vraies fesses? Donc c'est pour ça que là je les montre. Et du coup il y a beaucoup de questionnements sur ses fesses, et du coup il me dit il y a quand même, même si tu en fais de l'humour,
voilà, tu dégages une certaine générosité, tu as un certain charisme. Il n'empêche qu'il y a encore des questionnements, comme à l'époque sur cette femme, sauf qu'elle, elle en meurt, mais toi, bon, on n'est plus à l'époque où, bon, voilà. Mais il y a quand même, voilà, les gens rigolent quand même, il y a quand même, donc voilà, donc il y a des questionnements. Donc du coup, je décide, où je suis dans des spectacles, beaucoup d'humour et de gaieté, tout ça, de faire tout le contraire. C'est-à-dire, sur ce sujet, je ne pouvais pas faire autrement que de faire le contraire. Donc voilà, né le projet On t'appelle Vénus en 2011, donc avec plusieurs mains, puisque je demande à Paco Dessina, parce que j'aime beaucoup son mouvement, de la légèreté, je lui dis j'aimerais bien travailler. Donc je travaille un peu avec lui, et puis au bout d'un moment, au bout de 3 semaines, il me dit écoute, moi je vais avoir une nouvelle pièce, je ne peux pas faire plusieurs choses à la fois, donc trouve-toi quelqu'un d'autre. Et à l'époque, Philippe Lafeuille avait commencé à travailler avec moi. Sur une autre pièce, et donc je lui dis est-ce que tu veux pas me suivre sur Vénus aussi? Il m'a dit écoute, je réfléchis, et puis après il m'a dit pourquoi pas. Donc il m'a suivi, et puis j'ai aussi demandé à un autre ami que je savais qu'il écrivait, qui n'est pas connu, un auteur, qui est directeur de MJC, qui a été directeur de lieu de spectacle, et je lui dis écoute, est-ce que ça t'intéresse d'écrire sur Saartjie Baartman? Moi l'écriture c'est pas trop mon truc. Il me dit pourquoi pas. Donc moi je pensais juste qu'il allait me donner un texte. En fait il s'est vraiment pris au jeu, et à tel point qu'on a sorti un livre, parce que le projet a été soutenu par la SACD et par la DRAC. Du coup, c'est une aventure jusqu'à livre, et là, ça va être capté. Parce que ça fait déjà 3 ans que ça devait être capté. Et à chaque fois, il y a eu des ratés. Et là, ça va être... Bon, il y a eu plusieurs petites captations comme ça, à droite à gauche. Mais là, ça va être capté par France Télévisions. Voilà. C'est une super bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle, ouais. Et ça a tourné aux États-Unis, en Afrique du Sud... donc en Allemagne, en Italie, au Venezuela, aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et puis dans pas mal de villes en France, Toulouse, Strasbourg, Nantes, les grosses villes, il en manque encore, Bordeaux, mais voilà. Et du coup, Noir debout et d'obus, écoute, ça naît l'année dernière pour le centenaire, et c'est la DRAC Alsace qui me dit, écoute, on veut bien t'accompagner. Et tu nous fais ce projet, voilà. Donc j'ai pris 4 danseurs, dont 2 Sénégalais, et j'ai 2 femmes, deux femmes blanches, françaises. Bon, moi il faut savoir que j'aime bien mélanger les gens, et je mets pas des étiquettes. Et du coup, j'ai 3 femmes et un homme. Donc exprès aussi pour faire parler les gens, parce que pour eux, la guerre, tout de suite, il faudrait que ce soit que des hommes. Mais les femmes aussi ont participé, même si elles n'étaient pas au combat et dans les tranchées. Mais là, elles sont au combat aussi, du coup, voilà. Et c'est surtout des interprètes qui interprètent la guerre. Donc du coup, je décide de faire la mise en présence du triangulaire, l'Afrique, les Antilles et la Caraïbe. Enfin, les Antilles, Guyane et l'Europe. Et là, mon idée, c'est vraiment de traverser par des documents. Donc j'interpelle Éric Desraux, j'interpelle une chercheuse en Martinique, en Guadeloupe, je vais voir plusieurs personnes, je me documente par des livres, par des documents vidéo, des traces vidéo de mémoire, et puis on voit que ces soldats, ils marchent tout le temps, ils rampent, ils se baissent, on les voit dans les tranchées. On les voit aussi s'entraîner, le va-t-en-guerre, entraînement des obus, entraînement des fusils. Donc du coup, on regarde les films documentaires et tout ce qui est document écrit, et on s'en inspire et on sort ce qui est possible d'en sortir. Voilà. Et du coup, on cherche aussi au niveau des films, ce qui a été fait. Donc c'est pour ça qu'on retrouve Kubrick, on retrouve Ousmane Sembène. Donc c'est un peu un documentaire dansé, puisqu'on trouve des vidéos, de la vidéo, et puis surtout des extraits de films, et tout ce qu'on a pu retrouver et rechercher dans les documents. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que humainement, ils sont tous, ils se retrouvent tous dans la même situation, c'est-à-dire aller dans les tranchées, combattre. Ils ont tous les mêmes souffrances, la folie, la peur, le froid, les rats, la faim. Mais en même temps, ils sont tous chacun différents, puisqu'ils arrivent tous culturellement. Et en plus, on s'est fait des fantasmes, on s'est dit ils ont dû se rencontrer culturellement. Ils se sont rencontrés oui et non. En fait, ils n'ont pas eu le temps voilà, mais on sait que chacun, à un moment donné, revenait à sa mémoire culturelle. Donc c'est pour ça qu'on revient à des mémoires culturelles comme l'Afrique,
donc le Sénégal ou l'Afrique de l'Ouest, et les Antilles. Et puis il faut savoir qu'aux Antilles, ça a beaucoup marqué la Première Guerre mondiale, puisque les gens qui reviennent quand même et qui sont amochés, souvent ils sont handicapés d'un bras, d'une jambe, de deux yeux, ils reviennent et ils chantent. Ils chantent l'Alsace et la Lorraine, ils chantent Dardanelles, parce qu'ils ont été marqués, ils ont perdu des amis. Et du coup, ces chants-là sont ancrés dans le patrimoine culturel de la Guadeloupe et de la Martinique et de la Guyane. Donc dans toutes les soirées traditionnelles, on retrouve les chansons autour de la guerre. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, pour moi, ça n'a pas été hyper difficile de les retrouver, parce que en allant dans les soirées, je les entendais tout le temps, et sans savoir pourquoi. Et en fait, c'est ancré depuis la Première Guerre mondiale. Et après, pour le Sénégal, j'ai pas eu le temps de chercher de chansons. On a juste les chansons, comment dirais-je, À nous les Africains, qui était la chanson, je crois plutôt d'ailleurs, de la Deuxième Guerre mondiale. Et on a aussi une chanson sur l'hymne créole de la Première Guerre mondiale. Et on retrouve aussi Adieu Foulard, Adieu Madras, parce que ça correspond aussi à cette époque-là, puisque c'était un gouverneur qui chantait, qui disait, il dit au revoir à sa doudou par les bateaux, et on sait que tout le monde partait par les bateaux. Donc on retrouve quand même, voilà, des documents, on va dire de musique, de vidéos, enfin bon, on retrouve beaucoup, voilà. J'étais en shortlist du CCN de Nantes, j'ai pas été prise parce que la France, on va dire la France, nous aussi on est français aux Outre-mer, mais l'Hexagone, on va dire, n'est pas encore prêt à ouvrir ses portes aux cultures ultramarines et des Outre-mer et de ces Outre-mer. Donc c'est un grand problème, et ça fait 20 ans que je suis dans le combat et que je milite pour qu'on ait plus de place. Et là, j'ai pas été prise, et là, il va falloir aller à l'affront. Mais on peut plus attendre, ils peuvent plus nous dire attendez. Ça fait 50 ans qu'ils nous disent attendez. Là, on peut plus. Il y a un moment donné, il faut qu'ils arrêtent ce qui s'est passé le 8 janvier. Il faut pas qu'ils s'étonnent. Et il faut pas qu'ils s'étonnent que tous les 3 mois, ça va continuer. Et c'est ce que je leur ai dit quand j'ai postulé à Nantes. Mais ça n'a même pas été entendu, et j'étais très déçue par la ville de Nantes, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de répondants sur ce projet qui était vraiment en adéquation avec eux. Et en fait, on se dit qu'ils ont opéré un devoir de mémoire pour s'inscrire dans l'histoire. Mais en fait, c'est juste peut-être pour faire taire et pour dire on a reconnu, donc maintenant c'est bon. Et en fait, après, quand on peut faire vivre cette mémoire-là par du spectacle vivant ou autre chose, eh ben, ils sont plus là. Ou en tout cas, ou c'est eux qui sont plus là, ou c'est l'État qui n'a pas envie. Mais en tout cas, il y a un vrai problème. Par exemple, quand vous avez su la shortlist, il aurait aussi fallu ne pas dire il y a juste une shortlist, mais à la suite de ce shortlist, de parler et de dire où en est la France. On voit une femme d'outre-mer arriver, nous espérons tous qu'il y aura une nouvelle esthétique dans les centres chorégraphiques. Mais les journalistes annoncent juste qu'il y a une shortlist et ils n'en parlent pas. Donc je trouve que tout le monde doit, nous on ne peut pas être seul au combat. Et les journalistes ont une part de responsabilité dans aussi ça, je trouve. Doivent participer au changement et à ce que toutes les cultures puissent s'exprimer. Et c'est aussi comme ça qu'on va y arriver.